Pierre Dipédy, reporter du service Afrique au journal Le Monde, ayant beaucoup travaillé sur le Rwanda, vient de publier un roman Murabeho. Dans un entretien avec notre collègue Jean-Damascène Manishimwe, il revient sur ce roman. Suivez. Nous accueillons dans ce journal Pierre Dipédy. Vous êtes reporter du service Afrique du journal Le Monde, ayant beaucoup travaillé sur le Rwanda. Et surtout, vous êtes auteur de Murabeho, un livre publié il y a quelques jours. Pierre, bonjour et bienvenue à TV Rwandaise. Bonjour Jean-Damascène, merci beaucoup de m'accueillir et bonjour à tous. Ah oui. Murabeho, c'est un livre que vous venez de publier. D'abord, la première question, pourquoi ce titre en Kinyarwanda Murabeho? Il y avait moyen de le dire, de l'écrire en français, mais vous avez préféré Murabeho en Kinyarwanda, au revoir. Pourquoi? Alors d'abord, comme vous l'avez dit, et je viens au Rwanda depuis plusieurs années maintenant, ça doit être à peu près une quinzaine de fois, je suis venu chez vous au Rwanda. Et un jour, on m'avait expliqué la signification de Murabeho, qui, comme vous l'avez dit, signifie au revoir, oui, mais également ne meurs pas avant que l'on se revoie. Et j'ai trouvé ça extrêmement beau, et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête, et je me suis dit, tiens, un jour, peut-être que j'utiliserai ce terme. Je ne savais pas encore que je ferais le livre. Oui. Et au moment de faire le livre, lorsqu'il a fallu choisir un titre, eh bien, je dois dire qu'il s'est imposé très naturellement. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de long débat avec l'éditrice. Elle a trouvé aussi que c'était un très joli mot. Et je tenais à ce que ce soit un mot en Kinyarwanda. Et voilà pourquoi Murabeho. Oui. Murabeho est un roman de 283 pages. En fait, d'ailleurs, nous inviterons à ceux qui nous suivent de lire ce livre. Mais de quoi est-il question globalement dans ce livre? Un peu de mots. Alors, ce livre, il raconte une affaire qui est l'affaire Dido et Mayer. Dido et Mayer, c'était qui? C'était deux gendarmes qui étaient des coopérants français et qui donc étaient là en 1994. Et ils ont été assassinés, oui, et leur corps a été retrouvé dans le jardin de la maison des Dido. Je tiens à préciser qu'il y avait aussi la femme d'Alain Dido, qui s'appelait Gilda. Oui. Et donc ces trois Français, ces trois ressortissants français, ont été assassinés au tout début du génocide. Je ne vous donne pas la date parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de cette date. C'est pas bien connu. Non. Il y a eu plusieurs hypothèses. Il y a eu, on va dire, entre le 6 et le 8 avril 1994, oui, avec beaucoup de certitude. Oui. Et donc, ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est donc que leurs corps ont été ensevelis dans le jardin des Dido. Et à ce moment-là, les militaires français qui étaient à l'aéroport, ne pouvant pas se rendre dans la zone où se trouvait la maison des Dido, ont demandé à un casque bleu qui s'appelle Jean Thierry de pouvoir récupérer ces corps. Et c'était à Kanombe? Non, c'était exactement à Kaïchirou. Oui. Voilà. Et donc à ce moment-là, Jean Thierry a pu y aller. Il y a été une première fois, il n'a rien trouvé. Donc il a prévenu les militaires français pour leur dire, écoutez, j'ai cherché dans toute la maison, je n'ai rien trouvé. Et là, on lui a dit à la radio, il faudrait chercher autour de la maison et plus largement dans le jardin. Et c'est effectivement dans le jardin qu'il va retrouver tous les cadavres sous une fine pellicule de terre. Oui. Et puis donc, il va pouvoir ramener ces corps à l'aéroport. Ces corps vont repartir vers la France. Mais c'était à ce moment-là dans le cadre de l'opération Amaryllis, donc qui visait à évacuer les ressortissants français au tout début du génocide. Oui. Et donc, la procédure faisait qu'il y ait une escale à Bangui pour tous les ressortissants français, et donc également pour les corps de Dido et Mayer, et donc de Gilda. Oui. Et lors de cette escale, de faux certificats de décès ont été émis pour des questions que l'on ignore, et de manière assez absurde, puisque ces certificats de décès indiquent que leur mort est provoquée accidentellement par balle. Alors je ne sais pas comment on peut mourir accidentellement et être ensuite enseveli dans un jardin, mais en tout cas c'est ce qui est attesté sur les certificats de décès. Voilà, en quelque sorte, l'affaire Dido et Mayer, qui ensuite n'a jamais été élucidée, on ne sait toujours pas, 30 ans après, oui, comment ils ont été assassinés, par qui, pourquoi, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Oui. Et donc, pour le journal Le Monde pour lequel je travaille, en 2022, j'avais fait une enquête, et donc j'ai eu envie ensuite d'approfondir cette enquête et de la faire connaître au plus grand monde, au plus grand nombre de personnes, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui. Murabeho, c'est un livre sous forme de roman.
Pourquoi avoir choisi cette forme? Alors pour plusieurs raisons. D'abord, comme je l'ai dit, parce que je pensais que la forme romanesque pouvait permettre de faire connaître le livre au plus grand nombre. Donc c'était aussi dans ce but-là. Et puis ensuite, il faut savoir que quand on mène une enquête comme ça, eh bien c'est un peu comme un puzzle. C'est-à-dire que les pièces du dossier vont arriver, mais pas forcément dans l'ordre où on le souhaite. Donc il y a des pièces qui vont trouver tout de suite leur emplacement, et d'autres qu'il va falloir mettre de côté et insérer un peu plus tard. Et je pensais que l'avantage du roman, c'était de pouvoir permettre de faire une enquête journalistique, mais de faire en sorte qu'un personnage renvoie vers un autre, puis vers un autre, puis vers un autre, de manière comme ça à créer une intrigue. Et c'est pour ça que j'ai pensé que la forme romanesque était plus adaptée dans le cadre d'un livre. Mais je tiens à préciser une chose très importante. Oui. Tout ce qui est dans le livre qui concerne l'affaire Didot et Mayer est absolument vrai. Les lieux, les noms, les dates, les personnages, etc. Ce qui a été un peu romancé, ce sont les deux journalistes qui mènent cette enquête. Oui. Le premier s'appelle Martin Pietri, et c'est un Français d'origine corse. La deuxième, elle est rwandaise, elle s'appelle Paradis Kairanga, et c'est elle véritablement qui va mener cette enquête. Oui. Un livre que vous sortez 29 ans après le génocide. Pourquoi avez-vous voulu faire connaître cette vérité 29 ans après les faits? Parce que 29 ans après, on ne sait toujours pas qui a assassiné ces deux gendarmes et donc l'épouse de l'un d'eux. Et il se trouve que j'ai rencontré leur famille. J'étais il y a quelques semaines encore dans le sud de la France où vit le fils de René Mayer, il s'appelle Christophe Mayer. Et je peux vous dire que sa souffrance est la même qu'il y a 30 ans. Il souffre pourquoi? D'abord parce que son père a été assassiné. Il avait 25 ans à cette époque-là. Oui. Deuxièmement, parce que 30 ans après, il ne sait toujours pas qui a tué son père. Donc les circonstances sont toujours inconnues. Totalement inconnu. Et troisièmement, il sent bien, il a bien compris qu'il y avait quelque chose de très opaque, de très mystérieux autour de la mort de son père, Oui. et que donc on lui cachait quelque chose. Et c'est ça qui renforce encore plus sa souffrance. Je vous ai donné, pour le cas des Mayer, la famille de Didot, pareil, je les ai rencontrés. Eux, ils vivent dans l'est de la France, donc à un autre, à environ 300-400 km de Paris. Je les ai rencontrés aussi. Et je peux vous dire que c'est une famille qui a été totalement décimée par la mort de Gilda et donc d'Alain Didot, dans des conditions, et aujourd'hui encore, ils en souffrent, et ils me disent, je ne pourrais pas mourir sans connaître la vérité sur ce dossier, sur cette affaire. Oui. Et les circonstances autour de la mort de ces gendarmes français restent donc inconnues. Bien entendu, il y a ceux qui détiennent la vérité, qui connaissent la vérité sur cette affaire. Mais est-ce qu'on pourrait faire un lien entre la mort de ces deux gendarmes avec la mort de l'ancien président Habyarimana? Est-ce qu'ils y sont pour quelque chose? Écoutez, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne le sais pas. Très sincèrement, je ne le sais pas. Oui. Je ne sais pas qui a abattu l'avion du président Habyarimana. Qui a tué non plus ces deux gendarmes, hein. Et je ne sais pas non plus qui a tué ces deux gendarmes. Mais peut-être il y a des indices qui... Mais il y a peut-être des liens. D'abord, pourquoi? Par exemple, Alain Didot avait dans sa maison du matériel qui pouvait permettre d'écouter ce qui se passait, y compris à l'aéroport. Oui. Donc on peut supposer qu'il a entendu des conversations qui auraient pu permettre d'identifier le commando. Et c'est donc pour ça qu'il a été abattu. Quant à René Mayer, lui vivait à Canambé. L'enquête du juge Marc Trévidic a montré que les tirs qui ont abattu l'avion venaient de Canambé. Donc on peut supposer que René Mayer se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il a entendu quelque chose, et c'est donc pour ça qu'il a fallu l'éliminer. Voilà. Donc on peut comme ça supposer, mais on n'a pas la preuve absolue, formelle, disant que la mort de Didot et Mayer est liée avec l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Et justement, comme vous me le disiez, ils ne sont pas les seuls à être abattus à ce moment-là. On parlait aussi de... Absolument. Il y a aussi le jardinier des Didot, qui portait d'ailleurs votre prénom. Il s'appelait Jean Damascène, Mourazira, et lui aussi a été assassiné, et son corps a été retrouvé avec Alain et Gilda Didot, donc dans un coin du jardin. Celui de René Mayer était à environ une dizaine de mètres un petit peu plus loin. Mais effectivement, il y a aussi un Rwandais qui a été assassiné dans cette affaire, dont on ne sait rien.
Donc on supposait que peut-être il s'agit d'une tentative d'effacer toutes les traces. C'est ce qu'on se rend. Voilà, l'enquête ne dit pas qui les a tués. Mais cette enquête permet de montrer que tout a été fait pour ne pas qu'on sache. Par exemple, lorsque les corps ont été rapatriés donc, en France, des gendarmes, des militaires français sont allés voir la famille Didot pour leur demander de ne pas porter plainte. Au nom de la gendarmerie, au nom de la responsabilité de la France, etc. Donc ils n'ont pas porté plainte. Et puis, le livre, l'enquête montre aussi qu'il y a eu un député français qui a demandé l'ouverture d'une enquête, d'une instruction judiciaire en France. Mais que cette demande n'a jamais abouti. Alors que si les magistrats avaient décidé qu'il ne devait pas y avoir d'enquête, il y aurait dû y avoir un courrier retour disant « on estime qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir une instruction ». Or, ce retour n'a pas été fait. Donc là encore, on peut se poser des questions. Et ça interroge.